Il est 20h sur les antennes de votre télé interactive. Voici pour vous les titres. Rencontre ce 5 juillet 2022 entre le ministre de la Réconciliation nationale burkinabé et les membres des différentes associations des victimes de 1960 à 2015. Une rencontre au cours de laquelle le ministre a donné des chiffres relatifs aux dossiers enregistrés par le Haut Conseil de la Réconciliation et l'Unité nationale, toujours dans le cadre du processus de la réconciliation nationale. Et puis toujours ce 5 juillet, les responsables de l'association des ressortissants du Yaga ont tenu un point de presse à Ouagadougou. Leur objectif, lancer un cri de cœur au gouvernement burkinabé sur la situation sécuritaire et humanitaire de la dite province afin qu'il prenne des décisions précises et concrètes pour la délivrer des mains des hommes armés non identifiés. Affaire terrain litigieux, une étendue de plus de 16 000 m² qui oppose les habitants du quartier Zango dans l'arrondissement 8 de la ville de Ouagadougou aux promoteurs du lycée privé polytechnique du Kadiogo. Recensée par la mairie de Boulmiougou en 2008, selon ses habitants, cette zone n'a jamais été bornée. Les détails pour vous dans un instant. Ravi de vous retrouver pour cette session. Bonsoir et bienvenue. Nous démarrons cette édition avec le président du FASO, le lieutenant-colonel Polori Sandago Damiba, qui a reçu en audience ce 5 juillet 2022 l'ambassadeur du Danemark au Burkina Faso en fin de mission. Après 3 ans passés au Burkina Faso en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Danemark au Burkina, le diplomate danois est venu faire ses adieux au président et échanger sur des sujets d'intérêt commun. Ce dernier se réjouit de l'accord entre le Burkina Faso et la CEDEAO. On l'écoute au micro de Annie Gladys Da. On a bien sûr aussi échangé sur peut-être surtout 2 points. Alors qu'il y a cet agrément entre le Burkina Faso et le CEDEAO pour l'avenir, le retour à l'ordre constitutionnel. Alors moi je dis bien sûr félicitations. L'autre point, c'est bien sûr la continuation de collaboration entre le Danemark et le Burkina Faso. La dernière année, nous avons signé un grand programme de collaboration pour 5 ans de presque 100 milliards de francs CFA et nous voudrions mobiliser et impulser toutes les activités pour aider la population au Burkina Faso. Danemark, nous sommes un des plus grands partenaires techniques et financiers dans le secteur de l'eau. C'est-à-dire nous allons apporter presque 50 milliards de francs CFA dans ce secteur et nous avons fait aussi les engagements humanitaires, alors en fait triple nexus humanitaire, développement, paix, pour vraiment cibler les personnes déplacées, etc. On a touché les derniers 2 ans, alors 200 000 bénéficiaires avec les investissements additionnels. En plus, nous investissons dans l'agriculture et la résilience dans les communautés rurales. Encore, nous essayons de cibler les communautés hautes qui ont vraiment accueilli énormément de personnes déplacées. Et je salue encore une fois la générosité de la population burkinabé. C'est fantastique. Les victimes de 1960 à 2015 étaient à l'honneur ce mardi 5 juillet dans la capitale burkinabé. Pour le ministre en charge de la réconciliation nationale, l'objectif de cette rencontre est d'informer ces victimes dont les dossiers sont traités et évalués par le Haut Conseil pour la réconciliation nationale du processus de leur indemnisation qui sera d'ailleurs engagé dans les jours prochains. À noter que plus de 65 milliards de francs CFA seront mobilisés à cet effet et au regard de la somme élevée des indemnisations, la totalité du montant ne peut être liquidée en un seul exercice budgétaire, toujours selon le ministre en charge de la réconciliation nationale. Alexis Wankoni Belemnaba nous en dit plus. Plus de 65 milliards de francs CFA pour soulager les traumatismes et autres préjudices subis par les victimes ou leurs ayants droit de 1960 à 2015. C'est le montant à mobiliser par le gouvernement burkinabé. L'annonce a été faite par le ministre en charge de la réconciliation nationale. Le ministre ajoute que le bilan des dossiers enregistrés
par le Haut Conseil de la réconciliation et l'unité nationale fait état de plus de 5 000 dossiers collectifs et 30 000 dossiers individuels. C'est ce qui ressort de cette rencontre entre le ministre en charge de la réconciliation nationale et les différentes victimes. Les dossiers concernent, entre autres, les dossiers de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, les dossiers du coup d'État de septembre 2015, les dossiers conflits entre agriculteurs et éleveurs dans la région du Sud-Ouest, les dossiers du contentieux administratif des 27 militaires condamnés pour motif de tentative de coup d'État en 1996. Si pour certains de ces dossiers, des actes administratifs suffisent pour apporter des solutions aux problèmes qui se présentent, pour d'autres, au-delà des indemnisations, des efforts de réparation s'avèrent nécessaires. Pour le ministre d'État auprès de la présidence, au regard du montant élevé des indemnisations, la totalité de la somme ne peut être liquidée en un seul exercice budgétaire. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la réconciliation nationale engagée par le gouvernement et doit permettre au peuple burkinabé d'écrire une nouvelle page de l'histoire. Le besoin de rebâtir un Burkina Faso fort et uni pour affronter les défis actuels et futurs est plus pressant que jamais au regard des conflits et des tensions socio-communautaires, sociopolitiques et sécuritaires. Le temps est venu de sauver notre cher Faso, de consolider les piliers de notre République. Le temps est venu de renouer avec les valeurs profondes de notre chère patrie et de rassembler les Burkinabés. Je réaffirme avec conviction que notre pays a besoin de se réconcilier afin de sceller davantage les liens qui nous unissent et de renforcer notre engagement à bâtir l'avenir dans l'unité, la fraternité, la tolérance, le respect mutuel et la coexistence pacifique. Pour les victimes, notamment les travailleurs déflatés de 1991 suite au licenciement lié au programme d'ajustement structurel et ceux des 600 anciens étudiants de Cuba, cette démarche du gouvernement est à saluer, mais déplore néanmoins leur non-implication dans les prises de décision. Bon, à la négociation, à la fixation, voilà, exactement. Et ça, c'est un problème parce que, bon, quand même, on n'est pas fermé. On a toujours dit partout qu'on est ouvert. La preuve est que à l'atelier avec le H qu'on a dit, vous faites une proposition et on va négocier. Et nous tenions à ça. Parce que même si on doit accepter, c'est de plein gré, on ne peut pas nous forcer. C'est la réconciliation après tout. Donc c'est là où vraiment on est dans des règles. Toutes les structures associatives et les victimes présentes ont émis un souhait de voir aboutir la réconciliation nationale tant souhaitée par le peuple burkinabé. Et le ministre en charge de la réconciliation nationale de conclure que le forum national de réconciliation est prévu dans les semaines à venir. L'association des ressortissants du Yaga était face à la presse ce 5 juillet 2022 à Ouagadougou avec pour objectif de faire une lecture sur la situation sécuritaire et humanitaire qui mine cette province et qui est précisément sous blocus imposé depuis le 25 juin par les hommes armés non identifiés. Une province martyre coupée du reste du pays selon le président de l'association Amadou Diallo où les populations craignent d'ailleurs qu'une seconde attaque ne se répète. En rappel, l'association des ressortissants du Yaga avait lancé une collecte de fonds pour venir en aide aux personnes rescapées des attaques perpétrées dans la commune de Seba. Et selon toujours les premiers responsables, 3 millions de francs CFA ont été mobilisés pour l'achat de vivres et divers produits. Un reportage de Salimatou Zongo avec la voix de Wenlasida Kaboré. Ce n'est pas les arbres qui vont nous tuer, c'est la faim là, qui va tuer les gens à Seba, je vous jure. Si rien ne fait, c'est ça. Eh bien, c'est le cri de cœur de ce ressortissant de la province du Yaga. C'est le triste constat fait par l'association des ressortissants du Yaga, ARI. Selon les premiers responsables, la province traverse des moments difficiles avec une spirale de violence imposée par les hommes armés non identifiés depuis le 25 juin dernier. À en croire le président de l'association Amadou Diallo, la province du Yaga est coupée du reste du pays et la population a peur qu'une seconde attaque ne se répète dans la commune de Seba. La ville n'est plus approvisionnée en denrées de première nécessité. Les jours de marché, le marché est bloqué et tous les commerçants refoulés. Les poteaux électriques, ceux de la Sonabel, ont été sabotés
empêchant les activités économiques et des ménages utilisant l'électricité. Actuellement, il y a aussi une absence d'eau de l'ONEA à Seba par manque de ravitaillement en carburant. Le 2 juillet, un commerçant résident à Seba a été tué avec tous les membres de sa famille, soit 7 membres, créant la consternation et la détresse à Seba. Face à cette situation sécuritaire et humanitaire préoccupante, l'association des ressortissants du Yaga lance un appel aux autorités burkinabées à prendre des mesures fortes pour sauver la province qui fait l'objet d'un blocus. Faciliter l'envoi des convois humanitaires, sécuriser la route Dori-Seba, sécuriser les zones et villages, rétablir les lignes téléphoniques, prendre toutes les dispositions pour assurer la protection et la proactivité en cas d'attaque, accompagner les communautés dans le renforcement de leur capacité de résilience, terrorisme et humanitaire. En rappel, après l'attaque de la commune de Solhan dans la nuit du 4 au 5 juin 2021, qui a fait selon le gouvernement 160 morts, l'association des ressortissants du Yaga avait lancé une collecte de fonds pour venir en aide aux rescapés. Selon les premiers responsables, 3 millions de francs CFA ont été mobilisés pour l'achat de vivres et de divers produits. De nos jours, la province compte plus de 717 ménages environ et 3491 personnes déplacées internes, dont le nombre ne fait que s'accroître depuis le 25 juin. Nous restons toujours avec l'association des ressortissants du Yaga, mais cette fois-ci, écoutons le secrétaire général de la dite association, Bouraïmon Ly, qui revient sur la situation actuelle dans la commune de Seba. On l'écoute toujours au micro de Salimatou Zongo. Ça urge au niveau de la province du Yaga. Tant qu'il n'y a pas l'envoi de convois humanitaires à l'heure où on vous parle, ça veut dire que c'est le désastre qui est en train de se constituer à ce niveau. Et ça, on sait que seules les autorités peuvent nous aider dans ce sens. L'axe Dori-Seba, tant qu'on n'arrive pas à dégager ce axe, la province du Yaga, c'est le seul axe qui lui permet de sortir au niveau de la province du Sono. Les autres côtés du Yaga, que ce soit à l'est, au nord ou bien au sud, tout est fermé. Nous avons frontière avec la Komandiari. Ça, vous-même, vous êtes conscient que là-bas, on ne peut pas sortir. Nous avons frontière avec le Niger. Ça aussi, vous savez qu'on ne peut pas sortir à ce niveau. Le seul axe qui permettait aux populations de Seba de sortir ou de faire rentrer des marchandises, c'est l'axe Dori-Seba. Et ce axe-là, actuellement, est occupé par les Ani. Tant que l'État n'anticipe pas, il est possible, on n'a pas dit que ça va se passer, mais il est possible que nous vivons un autre drame au vu des événements que nous vivons, qui sont en train de se passer dans le Yaga, notamment le blocus qui est imposé. Aujourd'hui, à Seba, dans la commune, les populations ont la psychose, ils ne dorment pas. Ils sont en détresse, ils ne savent pas où aller. Et chaque jour, ils pensent que d'un moment à l'autre, ils vont être tués. On ne va pas dire attaqués, ils vont être tués. Je vous le disais en titre, la question foncière au cœur des échanges entre les hommes de médias et l'organisation démocratique de la jeunesse du Burkina Faso, sous-section de Boulmiougou, ce mardi 5 juillet 2022. Lors de cette rencontre, il était important pour les membres de l'organisation d'informer l'opinion du problème foncier qui prévaut au quartier Zango. Les habitants de ce quartier interpellent donc les autorités à faire lumière sur cette affaire. Plus de précision avec Mamidriana Kamabou.
C'est une étendue de 16 119 mètres carrés qui oppose les habitants du quartier Zongo dans l'arrondissement 8 de la ville de Ouagadougou aux promoteurs du lycée privé polytechnique du Kadiogo situé dans le même quartier. Selon ces habitants, c'est en 2008 qu'ils ont été recensés par la mairie de Boulou-Miégou dans le cadre du processus de lotissement, mais jusqu'à présent, cette zone n'a jamais été bornée. On a été à la mairie. En ce moment, le maire était toujours là. Et elle s'appelle Rasmata Sawadougou. On a cherché à la croiser plusieurs fois. Elle n'a pas voulu. Donc, et que c'est une fois que quand on est arrivé à la mairie, on l'a trouvée. Elle aussi, elle venait d'arriver. Ces jours, elle était obligée de nous écouter. Et elle nous a fait accompagner avec 2 policiers et puis un conseiller de venir faire le constat des lieux. Et puis on est arrivé ensemble, on est rentré dans le quartier, s'est promené et puis sorti. Ils nous ont promis dans 3 jours pour nous faire appel. On l'a attendu jusqu'à 1 mois, il n'y a pas de suite. En poursuivant leur démarche afin que le quartier soit dans la réglementation, les autorités de la mairie de l'arrondissement 3 les ont fait savoir qu'ils n'ont pas connaissance d'une attribution de terrain dans la zone. Par contre, ils ont été informés que le promoteur, lui, disposait de documents de propriété du terrain, un arrêté datant de 2020 venant du Munefid. Selon eux, si le promoteur tient à récupérer cette zone non lotie, il devait les dédommager. Il veut retirer nos biens pour lui seul son profit. Et c'est là qu'on n'est pas d'accord. Mais nous, on veut, s'il veut le terrain, et qu'ils viennent qu'on s'entende. Et que tout le monde doit avoir leur terrain, des parcelles bien loties et des investissements, pour pouvoir aller construire et pouvoir déménager, partir là-bas et lui laisser le terrain. Si réellement, s'il veut le terrain. S'il ne le fait pas maintenant, nous, on est obligé d'attendre la mairie. Quand la mairie va venir faire son lotissement, donc on voit la suite maintenant. Installés dans ce quartier depuis 1999, environ 69 ménages qui y vivent. À travers cette conférence de presse, les habitants de ce quartier, par la voix du président de l'Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina Faso, sous-section de Boulou-Miégou, interpellent les autorités à faire la lumière sur cette affaire. Selon eux, si rien n'est fait, un certain nombre d'actions seront menées afin d'attirer l'attention des autorités. Dans le sens de respecter aussi la réglementation, parce qu'il est de la responsabilité de l'autorité de respecter la réglementation qu'elle se donne. Évidemment, au niveau des populations, ne soyez pas surpris que des actions fortes puissent être posées pour défendre de la manière la plus ferme possible le droit au logement. Le quartier Zongo ainsi que les autres quartiers non lotis de la ville de Ouagadougou vivent ce problème foncier. Les autorités sont donc interpellées à se pencher suffisamment sur la gestion foncière afin d'assainir le milieu. Vous le saviez déjà, le 22 juin dernier, le gouvernement burkinabé, par arrêté interministériel, a décidé de la suspension de l'importation, de la commercialisation et de la distribution à titre gratuit des motocyclettes de Aloba et celles de même type. Un délai de 30 jours a donc été donné aux commerçants pour déclarer leur stock ou commandes en cours. Et selon le directeur général de la réglementation et du contrôle des prix, 356 motos déclarées ont été enregistrées jusque-là. Quelles sont les stratégies prises par le ministre en charge du commerce pour faire respecter ce décret? Élément de réponse dans ce reportage de Maxime Jean-Eudes Bambara. Près de 2 semaines après la décision du gouvernement interdisant l'importation, la commercialisation et la distribution à titre gratuit des motocyclettes Aloba et celles de même type, environ 356 motos déclarées ont été déjà enregistrées au niveau de la Direction générale de la réglementation et du contrôle des prix. Un délai de 30 jours a été donné aux commerçants ayant des stocks de motocyclettes de ce type ou commandes en cours pour les déclarer. Selon le directeur général de la réglementation et du contrôle des prix, des stratégies sont mises en place pour faire respecter ce décret interministériel. Il s'agit donc de suspendre bien sûr l'importation en ne délivrant pas bien sûr de la déclaration préalable d'importation pour ces types de motos concernés.
et les stocks des motos et les commandes en cours seront bien sûr évalués par le ministère en charge du commerce, notamment avec l'appui de la douane, et des transports et bien sûr tous les autres ministères qui sont impliqués dans la gestion du dossier. Il y aura bien sûr un contrôle qui sera effectué auprès de tous les commerçants concernés pour vérifier exactement l'exactitude des stocks qu'ils ont communiqués à nos différents services. Le directeur général de la réglementation et du contrôle des prix annonce par ailleurs la tenue le 7 juillet prochain d'une rencontre avec les commerçants concernés pour leur expliquer la conduite à tenir. La mise en œuvre de cette mesure va certes porter un coup dur aux activités de ces commerçants, mais selon Moumouni Doulkoum, le gouvernement prévoit des mesures d'indemnisation. Les commerçants indélicats se verront également infliger des sanctions. Parce que il y a une interdiction portant sur un produit. D'office, le produit s'inscrit sur la liste des produits proscrits, c'est-à-dire donc interdits. Alors, les commerçants qui ne vont pas respecter cette mesure vont assister en tout cas à la saisie de leurs produits et bien sûr des sanctions pécuniaires et des peine de privative de liberté peut aussi être prononcée. En rappel, c'est le mercredi 22 juin dernier que le gouvernement burkinabé a suspendu par arrêté interministériel l'importation, la commercialisation et la distribution à titre gratuit des motocyclettes du type Aloba. Arrêté signé par les ministres en charge de la sécurité, du commerce, du transport et des finances. La durée de la suspension est de 6 mois renouvelable et fait suite à la décision d'interdiction de circulation de motocyclettes du même type ainsi que les tricycles dans 8 régions du pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Selon les résultats définitifs du 5e recensement général de la population et de l'habitation au Burkina Faso, et plus précisément en 2019, on dénombrait plus de 20 millions d'habitants. C'est donc dire que le pays des hommes intègres connaît un accroissement de sa population. Les résultats de ce 5e recensement général permettent désormais d'avoir des informations sur les progrès réalisés par le pays au plan social et économique et aussi la grandeur des efforts à fournir pour la réalisation des ambitions de développement. Plus de précisions dans ce reportage de Serge Kaboré. Avec une population de plus de 20 millions d'habitants, dont 51,7% de femmes et 48,3% d'hommes en 2019, le Burkina Faso connaît une démographie galopante. Le taux de croissance annuel de la population est estimé à 2,94% entre 2006 et 2019. C'est ce qui ressort du 5e recensement général de la population et de l'habitation du Burkina Faso qui montre à souhait que le Burkina est constitué d'une population à majorité jeune. Les habitants âgés de moins de 35 ans représentent environ 17 millions de personnes, soit 78% de la population totale. La structure de la population par milieu de résidence révèle que plus de 5 300 000 habitants sont en milieu urbain, soit 26% de la population. La capitale Ouagadougou compte plus de 2 400 000 habitants, soit 45% de la population urbaine, tandis que dans la deuxième ville du pays, Bobo-Dioulasso, on dénombre 904 920 habitants, soit 16% de la population urbaine. Au total, plus de 15 100 000 habitants vivent en milieu rural, soit 73% de la population. À ce niveau, il faut souligner une augmentation progressive du taux d'urbanisation avec 6,4% en 1975, 22,7% en 2006 et 26% en 2019. La répartition en pourcentage de la population résidente selon la région renseigne que les musulmans représentent 63,8%, suivis des catholiques qui représentent 20,1%, des animistes avec 9%, des protestants avec 6,2%. Il y a également ceux qui n'ont pas de religion qui représentent 0,7% et les autres avec 0,2%.
Au niveau de la langue parlée au Burkina Faso, on remarque en pourcentage que le moré vient en tête avec 53%, suivi du fulfulde avec 7,8%, les gourmatchés avec 6,8%, du djoula avec 5,7%, des bissa avec 3,3%, des gouroussi avec 3,2%, des boamou et dagara avec 2% chacune et bien d'autres. La répartition en pourcentage de la population étrangère résidant au Burkina Faso, selon la nationalité, donne un total de 37 921 étrangers, dont 25 716 résidents de nationalité burkinabé, soit 0,1% de la population qui ont une deuxième nationalité. La deuxième nationalité déclarée est ivoirienne pour la grande majorité à 49,2%. Le pourcentage de célibataires hommes plus femmes au Burkina Faso est de 38,3%. L'âge moyen au premier mariage pour les hommes est de 26 ans, tandis que celui des femmes est de 20 ans. Le pourcentage d'hommes polygames est de 22% dans l'ensemble du pays, 9% en milieu urbain et 26% en milieu rural. Il ressort également de ce rapport que le taux de natalité au plan national est de 3,9%. Il est de 3,5% en milieu urbain et 4% en milieu rural. Le taux de mortalité dans l'ensemble du pays, quant à lui, est de 9,9%. Ce cinquième recensement général de la population et de l'habitation du Burkina Faso permet de répondre aux besoins de données pour la planification, le suivi et l'évaluation des actions de développement. Quand il était à la tête du ministère du Commerce, Aruna Kaboré, dans sa feuille de route, a fait de la lutte contre le tabac une priorité, notamment avec l'application du décret portant conditionnement et étiquetage des produits du tabac malgré la forte opposition de l'industrie du tabac. Aruna Kaboré, lors de la journée mondiale sans tabac, a été distingué par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, du prix OMS Journée mondiale sans tabac 2022. Un reportage de Michael Tougré. Parmi ces actions engagées dans la lutte contre le tabac, déjà en 2019, l'ancien ministre en charge du commerce, Aruna Kaboré, va conditionner le renouvellement des agréments d'importation du tabac par la soumission des échantillons de paquets au comité d'examen et de validation. Une mesure qui permet de réduire le nombre d'agréments, des actions non exhaustives qui ont permis à l'ONG Afrique contre le tabac de porter et soutenir la candidature du ministre au prix OMS Journée mondiale sans tabac. Dans cette dynamique de lutte anti-tabac, et pour ceux qui se rappellent de l'événement tournant autour des avertissements sanitaires graphiques, il faut dire que ce décret qui avait été pris en 2011, il y avait des difficultés pour appliquer, parce que l'industrie du tabac s'était ingérée dans cette politique et elle s'était opposée à l'application de cette mesure. Et il y avait même le ministère de la Santé avait donc porté plainte au niveau du tribunal et un jugement est toujours en cours. Et quand M. Aruna est arrivé, il s'est rassuré que les textes étaient des textes nationaux. Et une fois pris connaissance de ces textes, il a dit non, nul ne peut défier l'autorité de l'État. Une candidature qui a eu un écho favorable et l'Organisation mondiale de la santé au regard de l'implication de l'ancien ministre du Commerce burkinabé dans la lutte contre le tabac a décerné le prix OMS Journée mondiale sans tabac à Aruna Kaboré. Un prix qui reconnaît ainsi les efforts de l'ancien ministre en charge du Commerce. Pour le lauréat, ce prix est la récompense d'un travail et d'un engagement collectif. Ce prix vient montrer que notre pays s'est résolument engagé dans la mise en œuvre de la Convention sur la lutte contre le tabac qui a été signée depuis des années. Ce prix vient montrer que les différents acteurs sur le terrain obtiennent des résultats. Et ce prix montre que lorsque, dans toute adversité, dans toute situation, dans toute action à mener dans un pays, on sait créer les conditions donc de l'unité, on arrive toujours à relever les défis. Pour la région Afrique, c'est au total 6 prix qui ont été décernés. Un prix composé d'un certificat de reconnaissance et d'une médaille représentant la récompense spéciale du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, l'ancien ministre du Commerce Aruna Kaboré. Au Burkina Faso est la 3e personnalité à remporter ce prix, Journée mondiale sans tabac.
Pour une gestion optimale des infrastructures électriques en milieu rural, l'agence burkinabé de l'électrification rurale a tenu samedi dernier dans la ville de Bobo-Dioulasso le premier atelier de sensibilisation des acteurs des zones ouest du Burkina Faso. Les modules développés au cours de cet atelier gravitaient autour du nouveau modèle de gestion des ouvrages électriques et surtout sur les processus d'opérationnalisation de celles-ci, avec pour finalité l'amélioration des services électriques en milieu rural. Plus de précisions avec notre reporter sur place, Joseph Koudougou. Cet atelier de l'agence burkinabé de l'électrification rurale ABER a réuni les différents acteurs de gestion des ouvrages électriques dans la zone ouest. L'objectif est d'informer et de sensibiliser les coopératives présentes dans cette zone sur le nouveau modèle de gestion mis en place avec ses partenaires. Le modèle que nous mettons, quand on met en œuvre ici, c'est un modèle qui vient en remplacement ou en complément du modèle qui a été mis en place au Burkina depuis 2005. Après 15 ans, nous avons fait le point, nous avons fait le bilan et force est de constater que nous avons besoin de changer. Changer pourquoi? Parce que, les exigences des populations ont évolué, les besoins ont augmenté et la demande d'énergie en milieu rural est croissante. Pour ce faire, il était donc de bon ton que l'ABER en charge de l'électrification rurale mène une réflexion avec tous les acteurs du secteur, notamment l'autorité de régulation, le ministère en charge de l'énergie, les coopératives elles-mêmes et les bénéficiaires, pour voir comment nous pouvons donc mieux servir le milieu rural en matière d'accès à l'énergie. La mise en œuvre de ce nouveau modèle permettra d'atteindre au moins 50% de taux d'électrification rurale d'ici 2025, à en croire Ismaël Nakoulma, le directeur général de l'ABER. C'est une approche participative et inclusive. Pour ce faire, ce matin, nous avons invité les COPEL qui, je dirais, au bout de 15 dernières années, ont travaillé d'arrache-pied pour l'accès à l'énergie en milieu rural. 5 ans plus tard, je dirais en 2020, nous avons hissé ce taux de 4% à 25%. Mais cela reste insuffisant parce que, comme je disais tout à l'heure, la demande est forte et nous avons pour devoir d'apporter de l'énergie à tous les Burkinabés sur ce territoire. Ce nouvel outil qui vient à point nommé bénéficie de l'accompagnement de l'État. Déjà, il faut savoir que l'électrification rurale est essentiellement basée dans notre pays sur la gestion par les communautés. Et cette gestion par les communautés exige un accompagnement continu et soutenu de la part de l'État. Et c'est ce rôle-là qui est dévolu à l'ABER. Au regard de la gestion donc, au niveau des communautés rurales, au niveau des milieux ruraux, il était important effectivement de reprendre langue avec les différents acteurs qui sont les acteurs clés, les COPEL, et pouvoir trouver un nouveau modèle, je dirais un modèle adéquat, un modèle idoine en matière donc d'électrification rurale. Outre cet atelier de la région des Hauts-Bassins, 3 autres ateliers sont prévus dans la boucle du Moun, les Cascades et le Sud-Ouest. Et puis cette brève information avant de poursuivre ce journal pour la deuxième sortie des étalons dames en marge de la Coupe d'Afrique des Nations CAN féminines Maroc 2022. Les joueuses de Pascal Sawadgo ont perdu leur match par le score d'1-0 face aux Lionnes sénégalaises. C'est donc une deuxième défaite concédée par les étalons dames qui avaient été battues en match d'ouverture de la compétition par les Marocaines. Elles ont donc rendez-vous le vendredi 8 juillet prochain pour le 3e et dernier match de la poule contre l'équipe féminine d'Ouganda. Autre actualité sportive avant de clore cette édition, le club Fast Leader en partenariat avec la télévision Twi TV a tenu la première édition de son marathon le 3 juillet 2022. Partie de la ZAD, cette balade en roller a pris en compte le rond-point des Nations Unies en passant par l'échangeur de Gongué, le rond-point de la Padoie pour ensuite rallier la base. Ce sont plus de 50 enfants et jeunes qui ont pris part à ce marathon qui marque également le lancement des activités du club. Reportage de Hyacinthe Sawadgo. Travailler sur l'endurance physique et mentale des enfants, mais aussi et surtout sur leur persévérance pour dire que dans la vie, il ne faut jamais abandonner. C'est l'objectif recherché à cette randonnée de roller. On y va là.
première du genre, les enfants ont parcouru 23 km de la ZAD en passant par le rond-point des Nations Unies, l'échangeur de Goungué à la Padoie pour revenir au point de départ. Des chutes, des douleurs et la fatigue qui se lit sur les visages. Difficile même d'en parler. C'est dur. Le tout aux yeux de leurs parents qui les accompagnent à vélo. Ils apprécient l'initiative. Ça fait du bien. Au moins là, on n'est pas derrière un bureau. On est en train de pratiquer un peu le sport aussi, en accompagnant les enfants. C'est un plaisir aussi. Et ça apprend aux enfants à ne pas lâcher. Donc il y a mon fils qui est là, il se plaît, puisque notre belle famille, notre grande famille est à côté. Donc il s'est dit non, je vais aller chez mamie. Je lui ai dit non, on ne lâche rien, on continue, on repart à la ZAD, on prend la voiture et on revient. Ça fait très longtemps que je n'ai pas roulé de vélo, je n'ai pas fait de sport, mais là je suis très contente, je me sens en pleine forme. Selon les organisateurs, ce marathon va sans nul doute permettre aux enfants d'améliorer leur niveau des rollers. Déjà, quand on regarde, on sent que les enfants ont de la détermination, ils n'abandonnent pas. C'est surtout ça qu'on recherchait au niveau des enfants. Donc du coup, je pense que c'est ça. Et je sais que physiquement, c'est rentré parce qu'ils ont bien compris, parce que les prochaines séances, on le saura. Parce qu'à travers les prochaines séances, on verra le niveau, voilà, si ça s'est amélioré. Mais je pense que ça s'est amélioré. Cette première édition des rollers a eu l'accompagnement de la télévision 3TV et marque en même temps le lancement des activités du club Fast Leader pendant ses vacances, selon l'organisateur principal. Sachez, mesdames, messieurs, que toutes les tempêtes ne sont pas forcément mauvaises. Certaines viennent dans votre vie pour nettoyer votre chemin. Merci de nous avoir suivis et à demain.